Vous prévoyez un voyage au Japon et désirez connaître les choses importantes à savoir avant de partir, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous dire les choses essentielles à savoir avant de venir au Japon et on commence directement par les visas. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de visas touristique. Et ce qui est génial au Japon, c'est que si vous avez un passeport français, belge, suisse ou du Luxembourg, vous bénéficiez d'une exemption de visa de 90 jours. Ce qui veut dire que vous pouvez venir au Japon sans même vous faire au préalable une demande de visa. Alors attention, cette exemption de visa est uniquement pour des vacances à but touristique, pas pour travailler. Maintenant, comment on fait pour avoir cette exemption de visa? C'est très simple. Il vous faut avoir un passeport en cours de validité. Il doit être valide jusqu'au minimum la date de retour, c'est-à-dire la date où vous allez partir du Japon, la date où vous allez retourner à votre prochaine destination, ce qui est fortement probablement votre pays, la France, la Belgique, la Suisse, peu importe, votre pays. Donc il vous faut un passeport en cours de validité, qu'il soit biométrique ou non, hein, peu importe, mais qu'il faut qu'il soit encore valide à la date retour. En plus de ça, il vous faut un billet de sortie. Qu'est-ce que c'est un billet de sortie? C'est une preuve qui montre que vous allez partir du Japon, quitter le Japon pour peu importe la destination, avant la fin du 90e jour. En plus de ça, vous allez également devoir remplir un petit formulaire dans lequel vous allez mettre nom, prénom, l'endroit où vous allez séjourner au Japon. Vous mettez tout simplement le premier hôtel où vous allez séjourner au Japon, le nom même suffira. Vous mettez, je sais pas, blablabla hôtel, Tokyo. Ça suffira déjà largement. Votre numéro de vol, vraiment des informations basiques. Alors ce formulaire, il est sous forme papier qu'on va vous le donner à remplir soit dans l'avion, soit vous allez le trouver à l'arrivée à l'aéroport au Japon. Peu importe l'aéroport où vous allez atterrir, il y aura ces formulaires papier disponibles. Mais pour économiser du temps et donc profiter plus rapidement de votre séjour au Japon, vous pouvez au préalable remplir toutes ces informations sur Visit Japan Web. C'est un site internet, c'est le site internet de l'immigration japonaise qui vous permet de remplir ce formulaire en ligne. Une fois que vous l'avez rempli, vous allez avoir un code QR et donc vous n'avez pas à perdre du temps à remplir ce formulaire. Dès que vous arrivez à l'aéroport, vous allez directement au bureau d'immigration, vous donnez votre passeport, vous montrez le code QR, bam, on vous met le petit sticker japonais et c'est parti. Vous n'avez plus qu'à profiter de votre séjour au Japon. L'argent. Alors tout d'abord, la devise japonaise, c'est le yen. Ensuite, comment régler vos achats, restaurants, hôtels, tout ça. Au Japon, vous pouvez aussi bien utiliser votre carte bancaire que de l'espèce. Maintenant, il est bon d'avoir les deux parce qu'il y a des lieux où ils vont accepter uniquement les cartes bancaires, mais il y a également quelques lieux qui vont accepter uniquement les espèces. Donc, c'est vraiment bien d'avoir les deux. Ensuite, pour retirer de l'argent, ce sera aussi très simple. Vous allez trouver des distributeurs un peu partout, notamment dans les petites supérettes, ce qu'ils appellent ici des combini. Ce sera très simple de retirer de l'argent. Ça coûte pas très cher. Généralement, les frais au guichet du distributeur sont de 220 yens. 220 yens, ça fait quoi? Genre 1,50 €. C'est pas grand chose. Pour avoir des espèces, en plus de retirer de l'argent au distributeur, vous pouvez également changer de l'argent directement à l'aéroport ou dans les petits bureaux de change dans les zones touristiques. Alors franchement, vous aurez un meilleur taux en dehors de l'aéroport. Parce que les aéroports, franchement, ils vous mettent un coup de fusil sur le taux de change. Et en France, c'est pareil. Donc, je vous recommande les petits bureaux de change, là, dans les coins à touristes. Maintenant, faites attention avec les règlements par carte bancaire, car la majorité des banques vont vous facturer deux frais. Le premier, ce sera des frais de paiement à l'étranger. Et le deuxième, ce sera un taux de change désavantageux. C'est-à-dire, en gros, qu'ils vont se prendre une commission sur le taux de change. Vous n'aurez pas le taux de change actuel du jour. Donc, vous allez perdre de l'argent. Votre achat sera bien plus cher. Mais il y a une solution pour parer à ça. Choisissez une banque en ligne comme Boursorama Bank, Revolut ou N26. À titre personnel, j'utilise N26 et ce qui est bien, c'est que déjà, vous n'avez pas de frais sur les paiements à l'étranger. Alors, rien que ça, déjà, vous allez économiser un max. Et surtout, vous avez le taux de change du jour. Il n'y a pas de commission, ils ne se prennent pas ils ne se font pas une marge sur le taux de change. Et franchement, je vous jure, un voyage au Japon, vous allez économiser des centaines d'euros, littéralement, entre les frais qui se prennent pour un paiement à l'étranger, plus le taux de change désavantageux. Donc vraiment, je vous recommande de souscrire
Il y a une banque en ligne, même si ce ne serait que pour le voyage. Après, vous fermez le compte, ou sinon vous pouvez le garder pour plus tard. Mais clairement, vous allez économiser énormément d'argent. La météo. Alors au Japon, il faut savoir qu'il y a également 4 saisons. Donc en hiver, on se pèle, c'est-à-dire de mi-novembre à fin février, c'est l'hiver, il fait froid, il neige. D'ailleurs, on peut même faire du ski au Japon. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, on peut skier au Japon. Bon, après, quand je parle de neige, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a de la neige de partout sur le Japon en hiver. Mais voilà, il neige quand même. Ensuite, vous avez le printemps. Le printemps de mars à mai. Et notamment les cerisiers en fleurs. Et alors, la période des cerisiers en fleurs, c'est de fin mars à début mai. C'est-à-dire, si vous êtes dans le sud du Japon, ce sera donc plus fin mars. Et au plus on monte dans le nord, au plus on aura les cerisiers en fleurs début mai. Après, on a l'été, de juin à septembre inclus. Et là, il fait super chaud et humide, c'est insupportable. Et même de août à septembre, c'est la saison des typhons. Voilà, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour visiter le Japon, à part peut-être Hokkaido, cette île au nord. Si vous voulez faire des randonnées dans les montagnes et tout, là oui, il fera bon, il fera relativement beau. Oui, mais sachez quand même que de juin à septembre, il fait super chaud et super humide. Et vous avez des typhons, potentiellement des typhons qui arrivent en août et septembre. Ensuite, on arrive à l'automne. Et alors là, c'est le Japon avec les feuilles orange et rouge, mais c'est juste de toute beauté. C'est vraiment une très bonne période pour visiter le Japon. Il fait pas chaud, il fait pas humide, mais les couleurs, c'est juste incroyable. Privilégiez, pour avoir des belles couleurs d'automne, privilégiez le mois de novembre. Début novembre, vous allez voir des couleurs, vous allez vous régaler. Et donc après, on revient donc en hiver, décembre jusqu'à février, le moment où vous allez vous geler, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir. Internet et carte SIM. Alors vous allez trouver du Wi-Fi dans les cafés ou à l'hôtel, mais il est indispensable d'avoir Internet dans votre téléphone, ne serait-ce que pour utiliser Google Maps qui clairement va être votre meilleur ami pendant ce voyage, ou Google Translate qui sera votre deuxième meilleur ami pendant ce voyage au Japon. Donc pour avoir Internet, moi j'utilise Holafly. Holafly, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui donne accès à Internet dans 209 pays, dont plus de 150 en illimité. Et alors ça a plein d'avantages. Tout d'abord, c'est moins cher. C'est moins cher qu'une carte SIM conventionnelle au Japon. Parce qu'en illimité, ça va vous coûter une blinde, mais une blinde au Japon. Donc déjà avec Holafly, c'est moins cher. En plus de ça, vous pouvez recevoir votre eSIM avant même de partir pour le Japon. C'est-à-dire, vous allez sur leur site www.holafly.com, vous choisissez la destination de votre choix, donc le Japon en l'occurrence ici, vous réglez et vous allez recevoir dans votre boîte email un code QR. Vous le scannez avec votre téléphone et ça y est, vous avez la eSIM prête à être utilisée à votre arrivée au Japon. Et alors ça, c'est vraiment génial parce que vous économisez vachement de temps. Vous arrivez à l'aéroport, vous activez les données d'itinérance et bam, ça y est, vous avez Internet dans votre téléphone. Pas besoin de faire de la queue pour savoir quelle carte SIM acheter, quel opérateur, quel forfait. Vous pouvez parler pas anglais, parler pas japonais. Non, perdez pas de temps. Ça va vous coûter moins cher et vous êtes déjà opérationnel à profiter de vos vacances. En plus de ça, comme je l'ai déjà dit, c'est en illimité. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, ah mince, j'ai que 1 giga par jour, 2 gigas par jour, comment je vais faire si j'ai plus d'internet, que je peux plus utiliser Google Maps. Non, là, il n'y a pas de problème. C'est en illimité. Internet en illimité. Donc maintenant, si la eSIM Holafly vous intéresse, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et grâce à ça, vous obtenez 5% de remise. Se déplacer. Alors, on va commencer tout d'abord par les moyennes et longues distances. Alors, tout d'abord, vous avez bien évidemment l'avion, ce qui est le plus cher, mais également le plus rapide. Cependant, ce n'est pas tout le temps le plus rapide, parce qu'ici au Japon, vous avez le Shinkansen. Le Shinkansen, qu'est-ce que c'est? C'est le train à grande vitesse. Et sur certaines distances, c'est mieux de prendre le Shinkansen, le train à grande vitesse, que prendre l'avion. Par exemple, vous faites Tokyo-Osaka, ça vous prendra le même temps, ça coûtera le même prix. Pourquoi ça prend le même temps? Parce que en avion, vous devez aller en avance à l'aéroport pour faire l'enregistrement, passer le screening, aller à votre porte, attendre de monter dans l'avion, attendre pour descendre, récupérer vos bagages. Au final, c'est même limite, ça prend pas plus de temps. Parce que en plus de ça, vous allez devoir prendre un moyen de transport en plus de l'aéroport jusqu'à l'intérieur de la ville. Tandis ce qui est bien avec le train, c'est que vous partez de l'intérieur de la ville et arrivez à l'intérieur d'une autre ville.
Vous n'avez pas arrivé 30 ans en avance, vos bagages sont juste à côté de vous. Donc, regardez bien, sur certaines distances, il est mieux de prendre le Shinkansen. Par contre, vous partez du nord jusqu'au sud du Japon, il sera mieux, plus rapide de prendre l'avion. Les billets d'avion et les billets de Shinkansen, ça se vaut, ça dépend la période de l'année, ça dépend des compagnies, mais ça peut se valoir au niveau prix. Niveau durée, comme je vous ai dit, certains trajets, c'est mieux de prendre le train, certains trajets, ce sera mieux de prendre l'avion. Alors attention, quand je dis ce sera plus rapide avec le train, c'est avec le Shinkansen. Après, vous avez aussi des trains locaux qui sont semi-express, voire vraiment ce qu'ils appellent local, qui s'arrêtent vraiment à toutes les gares. Alors là, bien évidemment, ça prend plus de temps. Un petit train express qui passe, semi-express. Voilà, là, juste là, ça c'est un train semi-express. Il va s'arrêter qu'à certaines gares. Vous voyez, là, il ne s'est pas arrêté ici. Donc, c'est sur des moyens trajets, c'est pas mal aussi. Et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Donc, le train local ou le semi-express, si vous voulez pas dépenser trop d'argent, le train local s'arrête à toutes les gares. Ça peut être long. Le semi-express ne s'arrête pas à toutes les gares. Ça coûte un tout petit peu plus cher. C'est confortable. Franchement, le train au Japon, c'est vraiment un très bon moyen de transport. Au sujet des trains, je désirais rajouter que si vous désirez utiliser beaucoup ce moyen de transport, il y a le JR Pass. Alors, qu'est-ce que c'est le JR Pass? C'est quelque chose qui est fait pour les touristes et qui vous permet d'utiliser le train en illimité pendant votre séjour au Japon. Maintenant, attention, il coûte quand même assez cher. Donc, faites vos calculs pour savoir si ça vaut le coup. Moi, à titre d'exemple, là, j'ai passé 15 jours sur ces jours-là, 15 jours au Japon. J'ai fait le train, je l'ai pris pour faire Kyoto, Tokyo, Osaka, Osaka, Kyoto, Kyoto, Tokyo. Et là, ça me coûtait moins cher sans prendre le pass que si je prenais le pass sur 15 jours. Donc, faites vos calculs plus ou moins de combien de fois vous allez utiliser le train. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le JR Pass ou non? Dans tous les cas, je vous mets un lien en description pour vous procurer le JR Pass qui peut vous faire économiser pas mal d'argent si vous utilisez beaucoup de fois le train. Maintenant, je tiens quand même à dire que ce pass n'est pas valable sur toutes les lignes japonaises. Il y a des petites lignes qui appartiennent à des compagnies privées qui n'acceptent pas le JR Pass. Mais la grande majorité des lignes, vous pouvez utiliser votre JR Pass et que si vous voyagez beaucoup, vous prenez beaucoup le train, il y a vraiment moyen d'économiser de l'argent. Enfin, pour vous déplacer sur des moyennes et grandes distances, ce que vous pouvez faire et qui va vous offrir le plus de liberté, c'est louer une voiture. Alors tout d'abord, sachez qu'au Japon, pour louer une voiture, il vous faut un permis international. Et il y a même des endroits où on vous demande une traduction de votre permis. Sachez également qu'il faudra le joindre avec votre permis original, votre permis normal de France. Donc voilà, moi j'ai le permis rose, je crois que maintenant vous avez une petite carte, voilà, à joindre avec votre permis international. Donc ça c'est primordial pour louer et conduire une voiture au Japon. Maintenant, faites attention, parce qu'au Japon, ils conduisent à gauche, avec donc le volant à droite. Donc ça peut peut-être vous perturber au début. Donc allez-y tranquille, habituez-vous à conduire à gauche, et après ça va le faire. Voilà, donc deux choses, c'est le permis international. Je vous mets un lien d'ailleurs en description pour faire votre demande de permis international. C'est le lien du gouvernement français pour faire le permis international. Par contre, prenez-y-vous en avance car ça peut prendre de 4 à 6 mois pour obtenir votre permis international. Il y a vraiment des super longs délais en France pour avoir le permis international. Donc, prenez-y-vous vraiment à l'avance. Alors, quand je dis 4 à 6 mois, si vous êtes chanceux, vous pouvez l'avoir au bout de 3 mois, même 2 mois, c'est vraiment chanceux. Mais voilà, franchement, prenez-y-vous à l'avance. Maintenant, pour vous déplacer dans les grandes villes, vous avez plusieurs options. L'option la moins coûteuse et la plus saine, c'est vos petites jambes. C'est par contre aussi la plus lente. Ensuite, vous avez pas mal de bus. Vous voyez, des arrêts de bus, on en trouve partout dans les grandes villes. C'est hyper pratique. Mais ce que je vous recommande le plus, c'est de vous déplacer en métro. C'est le plus rapide. Franchement, ça ne coûte pas trop cher. Et le réseau du métro dans les grandes villes au Japon est vraiment bien fait. Vous allez vraiment assez rapidement d'un point A à un point B. Il y a plein de stations. Donc franchement, c'est super bien fait. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi pour gagner du temps, c'est acheter une carte de transport. Comme par exemple, moi j'ai acheté la Suica Card. C'est une carte où vous mettez de l'argent dessus. Et en fait, quand vous arrivez à la station, vous n'avez pas besoin d'acheter de ticket. Juste, vous tapez votre carte, hop là, vous passez. Et quand vous sortez, vous retapez votre carte. Et tac, là, on vous débite le montant du trajet.
Donc ce qui est bien, c'est que ça vous fait gagner vachement de temps. Alors maintenant, il y a deux types de Suica Card. Il y a celle pour les étrangers qui s'appelle la Welcome Suica. Seulement, alors il n'y a pas de caution à donner. Seulement, l'argent que vous mettez dessus, si vous partez et qu'il en reste dessus, vous ne pouvez pas le récupérer. C'est perdu. Donc si vous reste par exemple, je sais pas moi, 1000 yens, eh ben c'est tant pis. Vous ne pouvez pas le récupérer. Avec la Suica, la même que j'ai, la Suica normale, il y a une caution à payer de 500 yens. Et elle est partiellement récupérable. C'est-à-dire quand vous partez, si vous vendez la carte, on vous donne une partie de cette caution. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la garder et continuer à l'utiliser pendant 10 ans. Donc si vous prévoyez d'autres voyages au Japon, vous gardez la même carte. Quand vous arrivez, s'il reste de l'argent dessus, vous avez juste à taper. Ou vous pouvez même la recharger et remettre de l'argent dessus. Franchement, c'est hyper pratique. Ça vous fait économiser du temps. Franchement, vous ne perdez pas du temps à chercher sur l'écran. Non. Vous arrivez à la station métro, bim, bam, boum, c'est bon. Ensuite, vous avez une autre carte du même genre qui s'appelle la Passmo. C'est pareil, hein, c'est le même principe. Vous avez de l'argent dessus. Vous la scannez, vous la tapez à chaque barrière, à chaque station. Tac, ça s'ouvre et vous la retapez quand vous sortez et ça vous débite le trajet. Donc franchement, vous n'êtes pas obligé. Mais je trouve que c'est bon à savoir et ça vous fait gagner du temps. Par contre, petite précision, aussi bien la Suica que la Passmo, vous ne pouvez pas les utiliser pour les bullet trains, les trains à grande vitesse et les trains longue distance. Par contre, cette carte, vous pouvez également l'utiliser pour le bus, donc à la fois pour le métro et également pour le bus. Et le bus, je l'ai mentionné, mais franchement, c'est également super pratique. Il y a plein de lignes de bus dans les grandes villes et ça peut être également complémentaire au métro. Comme ça, vraiment, vous pouvez te déplacer très rapidement en ville à moindre coût. C'est génial. Le métro et le bus, c'est vraiment quelque chose de bien fait ici au Japon dans les grandes villes. Ça va vraiment vous être pratique pour vous. Et enfin, en ville, vous pouvez également vous déplacer en taxi, ce qui est très simple puisqu'on vient vous chercher là où vous êtes et on vous dépose exactement là où vous le désirez. Maintenant, c'est pas le moyen le plus économique, c'est le moyen le plus cher et c'est pas forcément le plus rapide en fonction des heures. Maintenant, bon à savoir, ici au Japon, vous pouvez utiliser Uber. Donc si vous utilisez Uber en France, vous pouvez aussi l'utiliser ici. Vous pouvez même télécharger l'application directement en France et utiliser l'application Uber ici au Japon. Il y a aussi une autre application qui est équivalente à Uber qui s'appelle GoTaxi. Et ce qui est bien, c'est que c'est une application japonaise, mais vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez vous inscrire avec votre numéro français, suisse, belge, peu importe. Même si c'est un numéro de téléphone qui n'est pas japonais, vous pouvez vous inscrire et utiliser cette application qui fonctionne exactement comme Uber. Maintenant, pour tous vos déplacements, que ce soit à pied, en bus, en train, en métro, je vous recommande vraiment d'utiliser Google Maps. Google Maps, ça marche super bien ici au Japon et ça vous donne plein d'informations en plus de votre trajet. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez prendre le métro, on va vous dire rentrer à l'entrée numéro 1 ou la 2, la 3, ainsi de suite. Allez sur la plateforme 1, 2, 3, 4, je ne sais. Pareil pour les trains. Et ça, franchement, ça vous aide vraiment. Ça vous facilite la chose. Clairement, donc Google Maps pour tous vos déplacements, que ce soit, mais même si vous louez une voiture, quoi que ce soit, ça va vraiment vous aider. Je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Japon dans lequel vous allez retrouver tout un tas de conseils, tout un tas d'itinéraires, de destinations détaillées, c'est-à-dire des choses à faire et à voir, des bonnes adresses, donc pour les hôtels, pour tous les budgets, ou manger, ou boire un verre. Donc franchement, il est hyper complet et il vous sera super utile pour votre prochain séjour au Japon. Si vous désirez vous procurer, c'est très simple, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com. Je vous mets également un lien en description, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur l'onglet du e-book Japon. Et voilà, en 2 minutes, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Japon. Les réservations. Alors là, attention, je ne vais pas parler de réservation d'hôtel. Je vais parler de réservation d'activités et d'attractions. Car oui, au Japon, il y a énormément de choses qu'il faut réserver à l'avance. Je pense notamment à des parcs à thème, des parcs d'attractions, à des musées, même à des temples. Et franchement, je vous jure, il y a des endroits où il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Sinon, vous n'avez pas de place. Il y a des endroits qui c'est uniquement sur réservation. C'est-à-dire, vous allez arriver devant. Ah, vous n'avez pas de ticket, vous n'avez pas réservé? Ah ben non, ben c'est tant pis, vous ne pouvez pas rentrer. Ou sinon, il y a des endroits où il faut une réservation. Ils prennent des places quand vous arrivez, mais vous allez avoir des heures bâtardes, des heures bidons. Les trucs que personne ne veut. Moi, par exemple, quand j'ai fait ce musée-là, eh ben, j'ai pas réservé. J'ai pas réservé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une heure toute pourrie à 20h30 en fin de journée. Du coup, en fait, je suis arrivé.
je savais pas que cet endroit fallait réserver. Je suis arrivé à 10 h du matin, donc j'ai fait tout le trajet pour rien, juste pour avoir un ticket à 1 heure qui me convenait pas du tout. Ça fait après, j'ai dû revenir parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que je vais rester de 10 h du matin à 8 h 30 du soir. Donc voilà, pensez vraiment à réserver parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises, que ce soit parc d'attractions, musée et même des temples. Donc regardez bien sur internet si vous avez besoin de réserver ou pas et au moins vous préparez votre voyage à l'avance parce que je vous jure, sinon vous allez avoir des déceptions. Vous allez arriver devant la porte, ah ben non, vous n'avez pas de réservation, vous ne pouvez pas rentrer. Tant pis. Donc regardez bien, si vous voulez, je sais pas, faire Universal Studios, Disney, voilà, les trucs comme ça, le parc Nintendo, n'importe quoi. Regardez à l'avance et réservez à l'avance. Les vaccins. Alors pour entrer au Japon, il n'est pas obligatoire d'avoir tel ou tel vaccin. Maintenant, à titre personnel, quand je voyage dans l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, j'ai uniquement le vaccin contre le tétanos et le vaccin contre l'hépatite B. Maintenant, libre à vous de consulter votre médecin généraliste et voir ce qu'il vous propose et ce qu'il vous conseille et ce que vous désirez de faire en plus. Les assurances voyage. Alors, il n'est pas obligatoire d'avoir une assurance pour entrer au Japon. Cependant, c'est vivement recommandé. Pourquoi? Parce que déjà, la moindre chose peut vous coûter littéralement des milliers d'euros. Hein. À savoir que la carte vitale, ça marche pas ici, les gars. Hein. Donc, mieux vaut avoir déjà une assurance, s'il vous plaît, que ça vous coûte des milliers d'euros en cas de pépin. Car justement, ces pépins n'arrivent pas qu'aux autres. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Un accident de voiture, de scooter, vous faites renverser, une intoxication alimentaire ou par exemple, vous marchez en claquette, votre claquette se casse, vous tordez la cheville et bam, c'est une entorse. Vous l'avez compris, ceci est mon histoire et à ce moment-là, j'étais bien content d'être assuré. Sinon, ça m'aurait coûté clairement un petit billet. Maintenant, quelle assurance utiliser? Alors moi, j'utilise tout le temps ACS Assurance. Et pourquoi? Parce que déjà, c'est vraiment une assurance bon marché. En plus de ça, vous avez une super couverture et un super sérieux. Franchement, pour quelques dizaines d'euros, bon voilà, c'est simple. Pour un mois au Japon, ça me coûte 41 euros. Voilà, 41 euros, je voyage l'esprit tranquille. Il m'arrive quelque chose, ça sera embêtant, mais au moins, ça ne me coûtera pas des milliers d'euros. Ce ne sera pas encore plus embêtant. Donc vraiment, je vous recommande de prendre une assurance voyage. C'est voyager l'esprit tranquille. Je vous mets un lien en description si vous êtes intéressé et à savoir que ce lien est un lien affilié, donc je touche une toute petite commission si vous utilisez ce lien, mais qui ne change strictement rien à votre prix. C'est par exemple si le prix de l'assurance est 40 euros, que vous cliquez sur mon lien ou que vous allez directement sur le site, ce sera exactement le même prix, sauf que moi, ça m'aide à financer les voyages et donc vous faire de plus en plus de vidéos. Puis je vous dis pas ça pour toucher une commission parce qu'il faut savoir que toutes les assurances voyage font ça, donc j'aurais pu toucher une commission bien plus élevée en vous proposant une assurance bien plus chère, mais non, je vous propose une assurance bon marché et pour rappel, franchement, voyager couvert, c'est voyager l'esprit tranquille. Les choses à emporter. Alors, je suis pas votre mère pour vous dire, ouais, tu vas en hiver, prends des pulls, tu vas en été, prends des t-shirts. Non, non. Par contre, quelque chose vraiment d'important à prendre, ce sont vos médicaments. J'attends par là, si vous avez un traitement à prendre, quelque chose, des médicaments que vous prenez tous les jours ou 2 fois par jour, je ne sais quoi, prenez-les avec vous. Pourquoi? Parce que peut-être que ce sera compliqué à les trouver ici au Japon. Peut-être que ce sera pas le même nom. En plus, avec l'emballage qui est écrit en japonais, il ne va peut-être pas comprendre. Donc, il faut éviter ces problèmes. Prenez vos médicaments, vos traitements avec vous. Ensuite, les lentilles de contact. Pareil, prenez vos lentilles de contact avec vous. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que ici, vous allez avoir du mal à trouver celle qui vous convient. Ça va être difficile de vous faire comprendre. Donc franchement, prenez également vos lentilles de contact avec vous. Pareil les filles, si vous prenez la pilule, prenez votre plaquette avec vous. Prenez la pilule avec vous. Parce que toujours pour la même raison. Peut-être que vous allez galérer à en trouver celle qui vous convient. Vous allez peut-être avoir un problème à communiquer ou faire comprendre. Donc ça, c'est vraiment important. Et également, pour ceux qui ont un traitement, prenez une ordonnance traduite. Traduite en anglais, en japonais si vous pouvez, mais ça m'étonnerait que vous ayez un docteur qui va vous la traduire en japonais. Mais voilà, au moins en anglais, si vraiment en cas de problème, vous devez aller en pharmacie et avoir votre traitement. Donc, vos médicaments, les lentilles de contact et la pilule pour les femmes. Maintenant aussi, mettez tout ça dans votre bagage en cabine, pas votre valise ou votre sac qui part en soute. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous mettez vos médicaments, vos lentilles, vos choses importantes dans votre bagage qui part en soute, si ce bagage est perdu ou a du retard,
de suite, ça va être un problème quand vous allez arriver au Japon. Donc, vraiment, mettez ça dans votre bagage en cabine. Comme ça, vous avez ça avec vous. Vous ne pouvez pas le perdre. Voilà, c'est avec vous. Vous montez dans l'avion avec. Ça reste avec vous tout le temps. Et voilà, ça vous évite les ennuis. Clairement. Clairement, ça, c'est ma recommandation. Donc, prenez les médicaments, prenez les lentilles, prenez la pilule et mettez ça dans le bagage en cabine. Un autre truc aussi que j'oubliais pour les femmes, pour les filles, prenez des tampons. Parce qu'ici, les japonaises utilisent beaucoup des serviettes hygiéniques. Donc du coup, ça risque d'être un peu compliqué de trouver des tampons. Vous n'avez pas forcément, vous êtes en voyage, vous n'avez pas envie de courir à droite à gauche pour trouver des tampons. Donc prenez également ça avec vous et ça vous facilitera la vie et vous allez gagner également du temps. En plus de vos médicaments, vos prescriptions, vos lentilles, les filles, donc la pilule et vos tampons, un truc qu'il faut apporter et qu'il faut vraiment penser si vous voulez pas courir à droite à gauche en arrivant, c'est un adaptateur électrique. Parce qu'ici au Japon, ils n'ont pas les mêmes prises. C'est en fait des prises avec deux plots plats, deux petites tiges plates. Et donc du coup, forcément, ça passe pas avec ce qu'on a traditionnellement. Du coup, vous prenez un petit adaptateur et tac, voilà, magie, c'est bon. Vous pouvez utiliser votre chargeur, votre ordinateur, ce que vous voulez, lisseur pour ceux qui ont un lisseur, sèche-cheveux, ce que vous voulez. Voilà, donc dans tous les cas, il vous faut un adaptateur quand vous venez au Japon parce que c'est pas les mêmes prises qu'en France. Et je vous mets un petit lien en description si vous désirez en acheter un. Je vous recommande vraiment d'en acheter un parce que ceci, ça ne rentre pas. Il faut ça. Les applications à télécharger. Alors j'en ai parlé un peu précédemment. Pour réserver un taxi, je vous recommande de télécharger Uber ou GoTaxi. Simplement parce que ça va vous faciliter les choses. Au Japon, la communication peut être compliquée parfois. Du coup, au moins, là, vous réservez un taxi avec Uber ou GoTaxi. La personne vient vous chercher là où vous êtes et vous amènera exactement là où vous voulez aller sans vous poser de questions. Donc clairement, c'est une question de facilité. Je vous recommande de télécharger Uber ou GoTaxi. J'en ai un peu parlé précédemment. Une autre application que je vous recommande vraiment de télécharger, c'est Google Translate. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un traducteur. Et clairement, ça va vous changer la vie pendant votre voyage au Japon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Japonais qui parlent anglais. Et peut-être que même vous-même, vous ne parlez pas anglais ou encore moins japonais. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez donc à l'écrit déjà traduire ce que vous voulez dire donc en japonais. Donc vous écrivez en français et vous avez la traduction en japonais. Comme ça, vous pouvez leur montrer. Voilà, je veux ça, je veux aller là, nanana, nanana. Vous pouvez aussi le dire à l'oral. C'est-à-dire, vous appuyez sur le micro, vous parlez et ça va traduire en japonais. Mais vice versa, vous pouvez faire ça aussi avec les mettre en japonais. Les gens vont parler dans le téléphone et ça va vous le traduire en français ou dans la langue que vous avez choisie. Moi, je le fais souvent quand ils veulent me parler. Je demande quelque chose, j'appuie sur le micro, ils parlent dans. J'ai un petit canard qui vient d'atterrir. Un petit canard qui vient juste d'atterrir. Et j'appuie sur le micro, ils parlent dans le téléphone et ça traduit ce qu'ils disent et ça répond donc à ma question. Franchement, c'est vraiment super pratique. Et ce qui est super aussi, c'est que vous avez le mode caméra. C'est-à-dire qu'en fait, vous cliquez sur la petite caméra, vous pointez votre téléphone vers le texte et ça vous traduit le texte. Parce qu'ici, en plus, ce sont des caractères japonais que nous, on ne peut pas lire. Donc forcément, vous pointez votre téléphone et ça le traduit. Et ça, c'est hyper pratique. Donc, vous pouvez traduire aussi bien du français au japonais ou du japonais au français ou même dans la langue de votre choix, à l'écrit, à l'oral et en utilisant la caméra. Franchement, Google Translate, je vous le dis, au Japon, ça va être votre meilleur ami. Une autre application à télécharger, c'est Currency. Currency, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui vous aide à connaître le taux de change en direct d'une devise à une autre. Et donc ça, c'est super pratique parce que, par exemple, vous voulez changer de l'argent et vous voulez savoir combien vaut 1 euro, combien vous allez avoir de yens pour 1 euro. Et donc, en direct, vous allez sur Currency, vous mettez 1 euro et vous avez donc le montant en yens. Pareil, vous voulez acheter quelque chose, vous voulez connaître le prix en euros, vous allez sur Currency, vous mettez le prix directement en yens et ça vous donne le prix en euros. Donc franchement, c'est pratique. Moi, je trouve que c'est... J'utilise beaucoup, hein, franchement. Parce que bon, des fois, on fait toujours des comptes approximatifs. Moi, par exemple, là, en ce moment, je crois que c'est 1 euro est égal à 164 yens. Bon, moi, j'ai rendu à 150. Mais voilà, si on veut un tarif exact, au moins, on le connaît. Non, c'est pratique. Et enfin, on termine par
AccuWeather. AccuWeather, c'est une application pour connaître la météo. C'est l'application la plus fiable que je connaisse au niveau météo. En plus, ce qui est génial, c'est que vous pouvez connaître la météo heure après heure, jour après jour, jusqu'à 45 jours. Par contre, je garantis pas la fiabilité de la météo à 45 jours. Hein. Voilà, mais bon, ça peut éventuellement donner une petite idée. Et ce que j'aime beaucoup sur cette application, c'est que vous avez le mode satellite, le mode radar. C'est qu'en fait, ça vous montre en fait les nuages où ils se trouvent par rapport à votre position ou par rapport à la position recherchée. Et en plus, vous avez un petit, comme un petit bouton que vous appuyez sur Play. Et en fait, ça vous montre l'avancée des nuages les heures d'avant. Donc comme ça, vous voyez la trajectoire des nuages. Et enfin, s'il y a des nuages, hein, s'il n'y a pas de nuages, vous n'allez rien voir du tout. Mais au moins, ça vous donne une idée. Ah ok, je vais aller là, je regarde le radar ici. Il y a une grosse masse nuageuse. Elle se dirige vers là. Peut-être que je vais changer mon itinéraire, je viendrai là plus tard. Donc franchement, c'est super sympa ce mode radar, le mode satellite. Puis comme je vous ai dit, vous voyez la météo avec toutes les heures. Vous avez pas mal d'informations sur les chances qu'il y ait de la pluie, le taux d'humidité, la température ressentie, le vent. Enfin franchement, non, elle est top. AccuWeather. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage au Japon. D'ailleurs, si vous trouvez qu'elle a été de bons conseils, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et ceci dit, les aventures au Japon continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.